toujours. L'Assemblée nationale, c'est l'autorité budgétaire. Donc c'est eux qui fixent ça 8 $, quelque chose de comme ça. Mais le général qui a une prime, en tout cas le plus gradé, il a peut-être 10 fois ou 20 fois plus que ça. Donc c'est un problème qui se pose partout, dans toute l'administration du pays. Et je suis d'accord avec madame, c'est même la proposition que j'ai faite. Il faut quand même qu'il y ait une législation qui fasse les plafonnements. Quels sont les montants qui ne doivent pas être dépassés? À ce moment-là, au niveau, le moment de la rédaction du budget, on sait les limites de ce qu'on doit faire et de ce qu'on ne doit pas faire. Sinon, ça restera un débat éternel dans ce pays où ceux qui sont à la marmite se servent d'abord des gros morceaux. C'est l'injustice aussi que nous recevons dans nos foyers. Bon, comme ce sont les femmes qui sont à la cuisine, hein, les plus beaux morceaux là, ils s'en servent d'abord avant de nous amener ce qui reste. Donc, il faut vraiment cette politique de plafonnement des salaires pour que ce débat-là s'arrête quand même un jour. Puisque, effectivement, 21 000, 16 000, 15 000, 12 000, je ne sais pas finalement si c'est combien, c'est beaucoup d'argent. Par rapport à ceux qui souffrent, par rapport à ceux qui touchent 100 $, par rapport à ceux qui touchent 200, ou par rapport à ceux qui n'ont rien du tout, c'est beaucoup d'argent. Mais il faut qu'on leur paye quelque chose aussi. Je n'ai jamais été contre le fait que le président Kamere, puisque c'est de lui qu'il s'agit, qui a été le premier président de la première législature, lorsqu'il a proposé que voilà, les députés ne marchent pas à pied. Puisqu'à cette époque-là, les députés aussitôt élus ici, qui ne connaissaient pas la ville de Kinshasa, se faisaient écraser ici des grands boulevards là-bas à chercher les taxis. Donc ce n'était quand même pas honorable que des gens qui ont été élus par le peuple soient écrasés. C'est comme ça qu'il a prévu et peut donner un peu des avantages comme les véhicules, comme les carburants, la communication aux députés. Bon, à cette époque-là, ce n'était pas encore beaucoup. Mais au fur et à mesure que les choses évoluent, je vois que ça commence à aller peu trop loin. Il faut absolument qu'il y ait un plafonnement. Mais je voudrais dire à la population qui me suit que ce n'est pas aussi facile lorsqu'on quitte, on est élu à Butembo ici, on n'a rien à Kinshasa. Ce n'est pas facile de s'intégrer là-bas. Puisqu'à Kinshasa, un député ne peut pas occuper une maison de 500 $. Vous savez, la maison de 500 $ à Kinshasa, elle ressemble à quoi? C'est une porcherie. Donc le minimum de maisons qu'il peut occuper, qu'il peut louer, c'est 1 000 $, 1 200 $. Alors vous n'allez pas lui donner un salaire de 2 000 $. Sinon, il ne saura pas vivre à Kinshasa. Il va se faire corrompre et il ne va pas voter les lois du pays. Et c'est comme ça que la Constitution a dit que les députés doivent recevoir une indemnité pour assurer leur honorabilité. Bon, maintenant, il faut plafonner. Puisque pour ne pas exagérer, il faut plafonner. Il faut dire par exemple que ça ne peut pas dépasser tel montant. À ce moment-là, ça nous évite que ce débat revienne à chaque année ou à chaque fois qu'on approche les élections. Ils ont commencé à toucher depuis trop longtemps, mais c'est à chaque fois qu'on approche les élections qu'on soulève le problème des salaires des députés. Voilà. Après Bonitas Bureau, lyriciste et Fabrice, vous avez la parole. Merci, je suis Fabrice de la RTGA. J'ai des questions. La première question est vraiment la question de la fermeture. J'ai dit qu'on avait fermé les facultés. On a mis certaines facultés dans les niveaux intermédiaires. Ça veut dire qu'ils avaient quand même déjà quelque chose. Ils étaient très avancés, ils avaient des laboratoires, mais qui n'étaient pas à point. Ils avaient des cliniques qui n'étaient pas à point. On leur a donné des recommandations. Et lorsqu'ils les remplissent, effectivement, ils ont le droit de recouvrer. Mais il y en a qui n'étaient même pas intermédiaires, qui étaient pratiquement KO. Qu'est-ce qu'il faut pour organiser? Bon, est-ce que s'il le faut, on va le faire? Je crois qu'ils doivent poser la question à la tutelle pour savoir est-ce qu'ils ont autorisé ou pas. Pourquoi? Parce que même si vous remplissez les conditions, on ne donne pas l'autorisation de faire la médecine à tout le monde. Un pays comme le Bénin, ils n'ont qu'une seule faculté de médecine. Le Rwanda, ici, une seule faculté de médecine. L'Ouganda, 3 facultés de médecine. Le protocole de Dubois, dans lequel nous avons pris, en tant que gouvernement, des engagements pour
payer progressivement, pour mécaniser progressivement les nouvelles, les non payés, et corriger les grades de ceux qui sont déjà payés. À ce temps-ci, depuis que je suis ministre, j'ai payé 909 nouveaux docteurs ou professeurs qui ne l'étaient pas. Je viens de payer aussi 4000 agents scientifiques, chefs de travaux, les assistants, et j'ai augmenté la prime institutionnelle pour 43 000 agents. Elle a concerné les chefs de travaux qui étaient déjà payés, qui ont reçu une augmentation de 120 000 francs, les assistants 2 qui ont reçu une augmentation de 110 000 francs, les assistants 1 ont reçu une augmentation de 80 000 francs, et ainsi de suite, même pour ce qui concerne les personnels administratifs. Nous avons pris l'engagement de doubler ce chiffre pour la dernière paie ici, le T4, et de solder la situation pour les débuts de l'année budgétaire 2023. Donc, c'est les engagements que nous avons pris, mais Butembo n'est pas à rester. Et comme nous sommes ministres nationaux, on agit pour la République. On n'agit pas seulement pour Butembo, mais j'ai vu quelqu'un m'amener une petite poule là, pour me dire que voilà, il n'avait jamais été payé, ça fait 10 ans. Cette fois-ci, il est allé à la banque et il a trouvé qu'il était payé directement comme chef de travaux. Et il a voulu que moi je bouffe cette poule. Donc, ça veut dire que même les gens de Butembo ont été concernés. Et j'ai bien bouffé ma poule. Alors, la question de l'évasion des prisonniers, je crois que c'est la... Je ne dirais pas que c'est la première fois que les EDF attaquent ici, puisque je suis de Butembo depuis longtemps. Je sais qu'un jour, à face ici de l'hôtel Butembo, à un endroit qu'on appelait Oasis ici, là où il y avait un bureau de TD, je ne sais pas si ça s'appelait TD ou quoi, hein? C'était GMI. Les EDF étaient venus libérer pendant la journée, hein? Ils avaient libéré des prisonniers ici. J'étais encore retiré à cette ville ici, donc sur ça, je ne dirais pas la première fois, mais vraiment, depuis les EDF transformés en tueurs, c'est la première fois qu'ils fassent une attaque aussi spectaculaire dans la ville de Butembo. Et la manière dont cela a été fait, le fait qu'il n'ait pas été repéré, le fait qu'ils aient agi en toute tranquillité, me fait croire effectivement que la ville de Butembo est menacée. Et donc on a le droit de le dire, c'est pour cela qu'on a demandé à l'armée de pouvoir renforcer sa vigilance pour que la dernière fois, la deuxième fois quand ils vont revenir, ils ne fassent pas beaucoup plus de dégâts que ce qu'ils ont fait. Merci beaucoup. Je vais commencer par votre dernière question. Ma compréhension des massacres de Beni n'a même pas changé de niota. Ça reste la même chose. Sauf maintenant que le rôle que je joue n'est plus un rôle de parlementaire qui propose à prendre ou à laisser. Je suis maintenant membre du gouvernement, donc je peux faire une proposition et qu'elle ait beaucoup plus de chances d'être acceptée. Je peux faire une proposition directement au chef de l'État et qu'elle soit examinée au même titre que les autres propositions, contrairement à ce que je faisais au Parlement. L'autre différence, c'est que je suis maintenant membre du gouvernement et en tant que tel, toutes les interventions que je fais comme membre du gouvernement, je les fais dans un cadre purement et strictement secret. Donc ce n'est plus un cadre spectaculaire comme c'était le cas au Parlement où tout le monde était au courant de ce que vous faisiez, ce que vous faites comme proposition. C'est la seule différence. Mais la lecture reste la même et mes propositions sont restées les mêmes, même au gouvernement. C'est comme ça que vous avez vu que, même en étant membre du gouvernement, j'ai soutenu l'opération conjointe avec l'Ouganda et je continue à la soutenir jusqu'aujourd'hui. Puisque je sais, il ne faut pas seulement voir les verres à moitié vides, puisque je sais que cette opération est à des endroits où elle est menée de produire des résultats.
On a vu des attaques Kamango. Aujourd'hui, ça commence à... Hein? Les lignes d'attaque ont bougé. L'impression que ça me donne, c'est que peut-être à notre côté, nous n'avons pas pris les bonnes mesures, hein, pour empêcher que ces gens-là se rapprochent des zones qui sont les plus peuplées. Puisque la tendance aujourd'hui, c'est que vous voyez que maintenant les EDF se concentrent dans les Bachou, ce qui n'était pas forcément le cas hier, et commencent à glisser d'Irumu vers Mambasa. Ils ne glissent pas de leur propre gré, c'est puisqu'il y a des opérations qui se passent du côté de la zone où ils avaient leur confort, notamment dans la partie Boga, la partie Kainama, la partie de Watalinga. Et d'ailleurs, puisqu'on ne peut pas faire l'éloge d'une armée étrangère, malheureusement, on voit quand même les localités qui sont un peu contrôlées par eux, hein, ou même les axes routiers qui sont contrôlés par les forces coalisées, il y a un peu d'accalmie. Par contre, les zones où nous sommes seuls, malheureusement, ce sont les zones dans lesquelles les rebelles se sont retranchés, hein, nous avons des difficultés et les tueries ont pris de l'ampleur. Donc je continue à croire que si de notre côté, des FARDC ont fourni les mêmes efforts que de l'autre côté, bien évidemment, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes commandements, on n'a pas les mêmes systèmes. Si on faisait la même chose, on serait capable d'avoir beaucoup plus de résultats que ce que nous avons aujourd'hui. Donc je continue.